Merci à tous pour votre présence ce soir à la présentation de la formation mécanique par alternance, donc un diplôme de Centrale Nantes en partenariat avec notre CFA IT2I Pays de la Loire. Donc je me présente, je suis Émilie Coquillon, responsable communication de l'IT2I Pays de la Loire. Et ce soir, donc je suis accompagnée de Pascal Cosson, responsable de la formation mécanique, et Lilian Aubin aussi qui est présent, qui est apprenti ingénieur en troisième année de la formation mécanique. Donc, il pourra aussi témoigner sur son parcours en tant que ancien étudiant DUT, il me semble, et sur aujourd'hui donc son parcours en entreprise et l'autre moitié du temps à Centrale Nantes. Donc, je vais commencer par si vous voulez bien, une petite présentation de l'IT2I. Donc, je vais être assez brève, juste pour vous rappeler que l'IT2I Pays de la Loire est un CFA. Donc, nous sommes partenaires de Centrale Nantes pour piloter la formation par alternance. Donc, dans les missions du CFA, on prend en charge l'aspect administratif, financier des contrats d'apprentissage. Centrale Nantes nous fait confiance pour cette partie-là. Et on a aussi la particularité à l'IT2I Pays de la Loire d'intervenir dans certains cours. Donc, nous intervenons dans les sciences sociales appliquées au travail et aussi sur le pilotage du projet de séjour à l'international. Donc, si vous voulez, on pourra y revenir tout à l'heure. Voilà, en tant qu'apprenti ingénieur, on vous demande aussi de partir 9 à 13 semaines à l'international. Et donc, l'IT2I vous accompagne aussi pour trouver un stage à l'international. Donc, votre CFA, on vous en entendrez parler du coup pendant les 3 ans de formation, que ce soit dans certains cours ou aussi du coup pour vous accompagner dans votre projet professionnel. Le CFA s'assure que une équipe tutorale gravite autour de vous pendant les 3 ans. Donc, on s'assure que vous êtes bien accompagné aussi en entreprise et on vous accompagne même avant d'être dans l'entreprise, c'est-à-dire dès votre recherche d'entreprise d'accueil. Ça, on met aussi en place des actions pour vous aider et pour vous mettre en relation avec des entreprises. Donc, je pourrais revenir là-dessus aussi tout à l'heure. Et le CFA est aussi garant du fait que votre formation est en adéquation avec les demandes des entreprises et les demandes du marché. Donc, en tant que CFA, on est un CFA de branche, donc on est soutenu par plusieurs branches professionnelles. Donc, celle qui soutient majoritairement la formation mécanique, c'est l'UIMM, Union des industries de la métallurgie, et donc aussi pour rappeler que la formation mécanique est la première qui a été créée par l'IT2I, enfin à l'IT2I, et donc à la demande des entreprises et qui est toujours mise à jour aussi par rapport à ces entreprises-là. Voilà pour la petite description de l'IT2I Pays de la Loire. Pour petit rappel aussi, nous sommes partenaires de 4 autres écoles de la région Pays de la Loire, IMT, Atlantique, les EP à Angers, Polytech Nantes, Polytech Angers. Donc, quand vous intégrez une formation à Centrale Nantes en partenariat avec l'IT2I Pays de la Loire, vous intégrez aussi un réseau encore plus large qui va au-delà de votre propre école d'ingénieur, parce que vous pouvez tout à fait, alors c'est pas souvent, mais on essaye de faire en sorte que vous puissiez aussi être mis en relation avec des ingénieurs d'un profil aussi différent du vôtre. Donc, l'école centrale de Nantes, c'est. Il faudrait que je fasse masquer là. Voilà. L'école centrale de Nantes, c'est donc une histoire qui a à peu près 101 ans. Enfin non, qui a 101 ans, qui aura 102 ans dans le courant de l'année. Au départ, c'était l'Institut Polytechnique de l'Ouest qui s'est transformé en un SM au lendemain de la guerre pour devenir en 91 l'école centrale de Nantes. Donc, on va pas vous abreuver de chiffres, hein, c'est juste pour vous dire que c'est en moyenne 2425 étudiants au rythme de 728 diplômés par an. C'est une école d'ingénieurs de rang A. Hein. Voilà. Donc, il y a différentes formations. Pour ceux qui y intégreront, vous avez donc la formation d'ingénieur généraliste qui est le diplôme historique qu'on peut préparer soit sous le statut étudiant, soit sous un statut alternant.
Et après, il y a 3 formations d'ingénieurs de spécialité que l'École centrale de Nantes porte en partenariat avec l'IT2I Pays de la Loire. La première, c'est historiquement, hein, c'est l'ingénieur spécialité mécanique, avec un diplôme qu'on peut préparer soit sous statut apprenti, soit dans le cadre de la formation continue. Après, il y a aussi le diplôme d'ingénieur spécialité bâtiments et travaux publics, qu'on peut également préparer sous les 2 statuts, hein, qui sont tous les 2 des statuts alternants. Et après, vous avez l'ingénieur spécialité système embarqué communicant. C'est une option c'est une filière qui est plus récente, qu'on peut préparer uniquement sous le statut d'apprenti. Puis à côté, il y a des tas d'autres diplômes que l'on peut préparer à l'École centrale de Nantes, hein, dont ils sont rappelés sur votre droite ici. Des diplômes, des doubles diplômes d'ingénieurs en partenariat avec des écoles de commerce ou l'école d'architecture ou une école militaire, soit des doubles diplômes avec des universités à l'international, et soit aussi il y a des masters et il y a également des doctorats. Or, comme l'a rappelé Émilie, hein, la formation a été créée en 1991 et la première promotion a été diplômée en 1994. À l'époque, c'était que des stagiaires de la formation continue. On verra pourquoi, hein. Ça apparaîtra un petit peu après. Et donc, aujourd'hui, hein, on en est à 683 diplômés au 31 décembre 2020, avec la répartition que vous voyez, 54 femmes et 482 hommes, et puis 147 stagiaires de la formation continue. Alors, pourquoi cette formation, hein? Historiquement, c'est venu d'un rapport qui a été fait au début des années 90, où on s'apercevait qu'il manquait un certain nombre de cadres pour faire le lien entre la production et les autres secteurs de l'entreprise et accompagner la transition des moyens de production. Donc ça, c'était la volonté de la formation en 91. Et bien, entre 91 et 2021, les choses ont évolué. Et maintenant, le but, c'est de former des ingénieurs opérationnels maîtrisant les sciences de la spécialité mécanique, en l'occurrence, et en capacité d'appréhender le travail sous ces autres dimensions, qui sont les dimensions économiques, humaines et organisationnelles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une formation ingénieur? Une formation ingénieur, hein, c'est quelque chose qui est labellisé par la CTI. Et donc, tous les 3-4 ans, on doit revenir devant la CTI qui expertise la formation et qui regarde si effectivement la formation que l'on propose est en adéquation avec ce que la CTI entend pour diplômer dans une formation ingénieur, hein. Alors CTI, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Commission des titres de l'ingénieur. Alors on va retrouver différentes choses. D'abord, les compétences scientifiques que tous les ingénieurs doivent avoir et qui, d'une part, correspondent à la connaissance et la compréhension d'un grand domaine de sciences, et en plus des maîtrises de méthodes et des outils d'ingénieur. Ce qu'on entend par là, c'est la capacité à formaliser, à mettre en forme un problème, et ensuite à proposer des solutions pour le résoudre, et construire ces solutions lorsque les solutions n'existent pas en standard, c'est-à-dire être capable de faire une approche bibliographique, être capable de mettre en place une expérimentation, être capable de faire de la modélisation, être capable de faire de la simulation, corriger les modèles et des choses comme ça. Donc ça, ce sont toutes les compétences scientifiques que la CTI exige dans toute formation ingénieur et vous allez donc retrouver dans toute formation ingénieur. Et à côté, vous allez retrouver un certain nombre de choses. Donc, donc ça, ce sont des compétences qui sont plus d'ordre humain, je mettrais ça entre guillemets, parce qu'il n'y a pas que de l'humain, hein. Il y a la capacité à s'intégrer dans une organisation, à en saisir les enjeux, à évoluer dans un contexte international, à prendre en compte les principes de développement durable, les valeurs sociétales, et donc savoir, donc ça aussi le dernier aspect, capacité à opérer ses choix professionnels. Et propre à donc ça, c'est la slide ici correspond à toutes les attentes d'une formation ingénieur classique. Et après, les ingénieurs de spécialité, ils vont avoir quelques domaines en plus. Donc nous, on s'est engagé à quoi? Par rapport aux ingénieurs de la formation spécialité mécanique, être en capacité de piloter un appareil de production, d'évaluer ses moyens de production et de savoir les faire évoluer. De même pour les procédés.
Après, il y a tout un aspect de conception, plus les aspects, savoir gestion de budget et savoir gérer des ressources humaines. Donc ça, vous retrouverez ça dans la formation. Et ce qui fait que, eh bien, la formation, elle va être organisée sur ces 4 domaines, à savoir un pilier sciences et techniques, un pilier organisationnel, un pilier économique et un pilier ressources humaines. Et dans chacun des domaines, eh ben, le but, c'est de vous faire monter en responsabilité et vous donner les outils pour pouvoir passer d'un simple statut d'exécutant à un statut de responsabilité, être capable de problématiser, voir les problèmes et corriger ensuite. Alors, ces tableaux-là correspondent en fin de compte verticalement, chaque colonne correspond à une année. En jaune, vous allez retrouver le volume horaire de chacune des dimensions. Donc, ce qui vous dit que chaque année, en gros, on est aux alentours de 600 heures de formation, avec un pôle de ressources humaines, un pôle formation internationale et projets professionnels, un pôle sciences de l'ingénieur, où on va regrouper en fin de compte toutes les thématiques scientifiques qui ne sont pas autour de la mécanique, parce qu'on ne cherche pas à vous donner qu'une connaissance en mécanique, on cherche aussi à vous ouvrir à d'autres, que vous soyez en capacité de discuter et de saisir les enjeux qui peuvent se joindre, apparaître, parce que il n'y a pas que des problèmes de mécanique, hein. Même le mécanicien peut être amené à gérer d'autres problèmes en lien avec l'automatique, en lien avec l'informatique, les bases de données, en lien avec des tas d'autres domaines. Après, il y a tous les aspects des sciences qui sont liés à la mécanique. En rose, vous allez retrouver le volet économique avec tout l'aspect économique et aussi l'aspect industriel, production et méthode. Et en parallèle ici, eh bien, vous allez retrouver ce que vous allez vivre en entreprise. Donc, les 600 heures, ça correspond à 19 semaines par année. Et après, donc, la première année en entreprise, ça sera consacré à la découverte de la vie de l'entreprise, parce qu'il y en a jusqu'à présent, vous avez fait des stages. Quelques-uns parmi vous sont peut-être déjà en apprentissage, mais sinon, la majeure partie d'entre vous n'ont connu l'entreprise que par des stages. Après, la deuxième année, vous vous montrez un peu plus en responsabilité pour pouvoir, en troisième année, eh bien, vous avez quasiment un statut d'ingénieur au niveau des missions et donc, ou ce qui pourra se concrétiser par la conduite de projet et la concrétisation de votre projet de fin d'études. Voilà pour l'organisation au cours des 3 années dans la vie en entreprise. Et quoi d'autre encore dire? Eh bien, entre la première et la deuxième année, eh bien, lorsque tout va bien, c'est-à-dire quand on n'est pas en période de crise sanitaire, eh bien, il y a le séjour à l'international. Et après, entre la deuxième et à la fin de la troisième année, donc, vous avez la validation de la formation et la validation aussi par votre soutenance du mémoire de projet de fin d'études. Alors, vous avez ici le contenu de chacun des cours, donc on va pas, enfin le contenu, vous avez un peu comment s'organise chacun des blocs, hein. On va pas revenir sur chacun des thèmes, et ils sont suffisamment parlants par eux-mêmes. Et puis, juste pour vous dire, en bleu, on a fait apparaître ici les enjeux. Donc, la première année, il y a en fin de compte les grands enjeux qu'on voit, c'est la mise en place des méthodes de travail. Vous verrez que c'est pas tout à fait la même chose entre un DUT, un BTS, une classe préparatoire et une école d'ingénieur, où il va falloir beaucoup plus s'organiser dans son travail, hein. Deuxième point important, c'est la découverte du monde de l'entreprise, j'en ai parlé un petit peu. Et troisième point important, c'est la préparation du séjour à l'international. En deuxième année, on va retrouver plus ou moins le même schéma. En principe, votre séjour international a eu lieu entre la première et la deuxième année. Donc, la deuxième année, vous allez avoir la phase de restitution. Vous aurez également, parmi les choses importantes, la possibilité d'obtenir des certifications en gestion de projet. Pourquoi? Parce que l'outil de gestion de projet, c'est un outil que vous utiliserez de plus en plus dans votre vie industrielle, hein. Ça correspond au modèle de fonctionner, aux manières de fonctionner de beaucoup d'entreprises. Et donc, à ce moment-là, eh bien, vous aurez la possibilité de passer 2 certifications. Une certification en planification, c'est-à-dire un peu sur les aspects organisationnels, et une planification sur les aspects économiques et suivi des coûts.
Et la troisième année, eh bien, on va retrouver le même schéma de fonctionnement, à savoir donc toujours ces mêmes blocs. Et en plus, la troisième année, eh bien, vous allez avoir la possibilité de particulariser votre parcours. Ce qui fait qu'en fin de compte, il y a une composante qui apparaît dans la thématique de la filière, hein, qui est le parcours différencié, sur laquelle je reviendrai après. Alors, ce parcours différencié, ils ont été construits, ils sont à peu près d'un volume horaire de 200 heures, hein, et ils ont été construits par rapport aux deux grands domaines d'activité qui absorbent l'essentiel des promotions, hein, dans la mesure où il y en a quelques-uns qui ont des parcours hétéroclites, mais dans l'ensemble, une grande majorité vont soit s'orienter vers les méthodes, la production et la qualité, et une autre partie va s'orienter vers plutôt tout ce qui est recherche et développement, conception, simulation, dimensionnement. Et les deux parcours ont été créés pour pouvoir répondre à ces deux attentes des entreprises du secteur de la mécanique. Alors, dans le parcours 1, conception, simulation, dimensionnement, vous allez retrouver un aspect conception avancée avec des modules de CAO réalité virtuelle, modules de numérisation 3D, de l'optimisation et après de la conception orientée humain. Et un module de simulation dimensionnement où on va vous faire des choses différentes par rapport aux cours classiques de mécanique et d'élasticité. Et puis un cours de calcul sur les structures en matériaux composites. Pour le parcours numéro 2, parcours usine du futur, hein, on est sensiblement sur le même volume horaire. On va retrouver donc un aspect procédé. Alors les procédés, c'est très large, hein, parce qu'il y en a pour tout. Il y en a pour dans le domaine de la mécanique, il y en a pour les polymères, il y en a pour les poudres, il y en a pour les matériaux composites, il y en a pour l'acier, puis voilà. Donc nous, on a mis l'accent sur d'une part sur les matériaux composites. Alors historiquement, ça correspond au fait que le secteur industriel nantais est très porté par l'aéronautique et que les matériaux composites sont vraiment des domaines importants sur lesquels investit actuellement l'industrie aéronautique. Donc, avec un aspect donc dans ce module-là, un aspect matériaux, un aspect procédé, un aspect contrôle non destructif. Il y aura également sur les procédés concernant les matériaux métalliques, avec là aussi on retrouve le même balancement, matériaux, un aspect procédé qui va parler de fabrication additive et de formage avancé, et un aspect contrôle non destructif. Et après, donc ça, c'est ce qui concerne les procédés. Et vous aurez également un aspect manufacturing, donc plus un aspect production et organisation de la fabrication, avec donc la place de la chaîne numérique, comment on fait depuis la conception pour arriver jusqu'à la réalisation, et après un aspect robotique et cobotique qui sont les grands domaines aussi qu'on ne peut pas complètement ignorer, à savoir l'implantation de cellules de fabrication et l'implantation de cellules robotisées. Voilà, j'en dirai pas plus, hein, parce que l'objet de cette présentation qu'on vous fait aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas forcément de vous abreuver d'exposés, c'est aussi vous donner la possibilité de répondre à toutes vos questions. Et je vais maintenant donner la parole à Lilian qui va quand même vous adresser quelques mots et vous dire parler un peu de son parcours. Merci Pascal. Oui Lilian, si tu peux peut-être nous expliquer quel métier tu prépares, maintenant tu es en troisième année, mais quel métier et quelle mission tu exerces au sein de la biscuiterie. Lilian. Alors attends, je regarde s'il est toujours là. Oui, j'ai un peu de mal à capter depuis ma chambre. Oui, alors comme je disais, moi j'étais je bosse chez Mondelez International, donc il y avait une lue de la Foissière dans la couronne nantaise pour ceux qui connaissent. Avant ça, comme beaucoup d'entre vous, j'ai fait un DUT génie mécanique et productique, donc il y a l'IUT de Carquefou, dont ma deuxième année où là j'ai fait 1 an au service maintenance mécanique de la raffinerie de Donge, la raffinerie totale. C'est aussi pour vous, on peut vraiment
de filière sans vraiment de problème. Moi, c'était un choix de ma part de changer du tout au tout, d'aller de la raffinerie où j'étais en maintenance mécanique à la biscuiterie où on est plus en agroalimentaire et où donc mon travail consiste, je suis apprenti ingénieur process. Donc ingénieur process, c'est quoi? C'est la mise en place de tous les outils d'amélioration continue dans l'usine. Donc et l'amélioration des performances également. Donc sur des points de vue sécurité, qualité, délai, coût et également motivation. Donc ça va par la mise en place de 5S, beaucoup d'analyses aussi suite à des problèmes de fond, on appelle ça des analyses de cause racine, un suivi des réglages et mise en place des suivis de réglage avec les opérateurs. Donc ce qui m'importe un peu dans mon métier, c'est que j'ai beaucoup de contacts avec les gens, donc que ce soit en haut ou en bas de la hiérarchie, je peux très bien travailler avec le directeur de l'usine ou même la DRH. Là, par exemple, je vais travailler avec la DRH pour mon sujet de mémoire de sciences sociales, comme avec des opérateurs de production. Et il faut aussi c'est comme ça que je vois les choses, il faut aussi se servir de ça, de notre statut d'alternant, euh, pour réussir à s'insérer dans le monde professionnel et surtout engranger de l'expérience, engranger de l'apprentissage auprès, comme je dis, que ce soit des opérateurs ou des supérieurs hiérarchiques. Euh, donc ça, c'est mon travail quotidien. Euh, En plus de ça, j'ai aussi des projets qui me sont alloués. Donc, notamment mon projet de fin d'études qui consiste en une création d'une nouvelle ligne de packaging. Donc, au sein de la ligne, bien sûr, je suis pas tout seul à réaliser ce projet. On est toute une équipe projet, mais j'interviens dans tout ce qui est préparation du projet, les calculs de rentabilité, le démarrage du projet en tant que tel, puisque en fin de compte, cette nouvelle ligne sera rattachée à mon domaine d'expertise dans la production. Et donc, c'est aussi moi qui ai le plus de liens avec le terrain dans l'équipe projet. Euh, que dire d'autre? J'ai vu Monsieur Cosson qui vous a parlé du PSI, donc le projet de séjour à l'international. C'est ce qui arrive à la fin de votre première année, donc c'est 10 semaines de stage à l'international. Euh, Moi, je me suis aidé aussi du réseau de mon entreprise. Mon été facile forcément, mais je me suis aidé de tous mes contacts mail, etc. Et j'ai réussi à trouver un stage. Alors, il y a beaucoup de mes camarades qui sont partis en Europe. Mon choix, c'était plutôt de partir très loin à l'étranger, histoire de voir une autre culture, chacun sa façon de voir les choses. Moi, je suis parti en Indonésie, en plein milieu d'une île, ou une grande ville, mais pas du tout touristique. J'ai vraiment apprécié ce séjour de par toutes les différentes cultures que j'ai rencontrées, que ce soit les personnes qui sont ancrées dans la religion, etc., ou des personnes expatriées, des locaux ou des expats. Et pour moi, un des points qui ressort aussi de ces 3 années et qui m'a permis d'ouvrir mon esprit à d'autres choses. C'est à peu près tout pour ma présentation. Oui, bonjour. Bonjour. J'avais une question au niveau du projet, donc durant l'apprentissage. Est-ce que c'est un projet du coup qui se fait en 3 ans ou alors c'est juste sur la dernière année qu'on doit le réaliser? Alors, votre formation est bien une formation de 3 ans. Donc, vous êtes pendant 3 ans en apprentissage dans la même entreprise normalement. Dans l'idéal, c'est un contrat de 3 ans avec la même entreprise, mais effectivement, là, je peux vous laisser la main, Pascal et Lilian. Le projet de fin d'études se fait uniquement sur la troisième année, si tu me trompe pas. Tu veux répondre en premier, Lilian, ou je prends la parole? C'est comme tu veux. Ouais, je peux répondre. Du coup, de mon point de vue, alors le projet de fin d'études, en fait, comme M. Cosson l'a expliqué tout à l'heure, la première année, elle est vraiment, elle est vraiment là pour nous aider à s'insérer dans l'entreprise. On l'a vu sur le petit graphique, on a 16 semaines d'apprentissage sur la première année,
c'est assez peu au final. Pour vous, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui ont fait des stages de 8 ou 10 semaines dans leur UT, juste des stages. Donc là, on a 16 semaines d'apprentissage en entreprise, ce qui nous permet de nous intégrer, de connaître un peu toutes les ficelles du métier, etc. C'est dans la deuxième année vraiment qu'on va se voir, enfin pour ma part, donner des responsabilités plus grandes euh, et des projets. Et donc mon projet de fin d'études qui m'a été donné dès le milieu, voire au début de ma deuxième année. Alors après, ça prend plus ou moins le temps suivant tous les processus internes de l'entreprise, mais donc l'idéal c'est de le commencer au milieu de la deuxième année. Je parle sous contrôle de Monsieur Cosson, mais enfin, en tout cas c'était mon cas. Merci Lilian. Oui, alors je confirme ce que vous a dit Lilian. En fait, la règle, c'est que ça se met en place à partir de la deuxième année. Mais pour un certain nombre d'entre vous, il se peut que lorsque vous êtes dans des entreprises qui connaissent la formation, le tuteur industriel, il connaît cette exigence du projet de fin d'études. Et parfois, dès le début de votre PFE, il va vous faire monter en compétence sur ce projet de fin d'études. Et même parfois, il va commencer à vous faire travailler dessus. Et on a vu certains apprentis qui, en fin de compte, pendant 3 années, sont sur leur projet de fin d'études. Ça s'est déjà rencontré, hein. Donc, la règle, oui, c'est que ça se met officiellement en place au cours de la deuxième année. Mais il se peut que ça commence parfois un peu plus tôt parce que votre tuteur industriel sait un petit peu où il veut vous emmener. Voilà. Donc ça, c'était ce que je voulais dire par rapport à ces questions-là. Par contre, si ça commence plus tôt, c'est pas concevable que ça finisse en milieu de deuxième année. Dans le projet de fin d'études, il y a fin et études, et donc il faut quand même que ça s'amène jusqu'à la troisième année. Merci. On a une question sur le rythme d'alternance. Lilian, si tu veux bien y répondre, comment as-tu géré le rythme entre l'école et l'entreprise? Et sur le rythme, je ne sais pas si on en a parlé dans les grandes lignes, c'est 2 à 3 semaines la première année et un peu plus on évolue dans la formation, il me semble. Ouais, c'est à peu près ça. En gros, c'est 2 à 3 semaines ouais, la première année, et ensuite on passe la deuxième année et la troisième année sur plus un mois d'alternance, hormis la période d'été où bien sûr on a environ 2 mois et demi en entreprise. Mais du coup, en fait, moi, comment j'ai géré la période entre l'entreprise et les cours, je pense que justement le fait que cette fréquence-là, elle soit aux alentours d'un mois, ça permet de bien séparer les deux, dans le sens où on n'est pas une semaine en entreprise, et on n'est pas non plus 3 mois, 3 mois. Je sais que moi, j'ai des alternants dans mon entreprise qui sont à l'ICAM, eux, et qui font plus des sessions qui ont des trimestres, en fait, que ce soit en entreprise ou en cours. Et personnellement, je me voyais pas faire comme eux, car pour moi, 3 mois sans être en cours, c'est assez compliqué de se remettre dedans, tout comme 3 mois en entreprise. En fait, même au bout d'un mois, des fois, en revenant en entreprise, je me rends compte que je loupais pas mal de choses. Donc, ce qui me permet de me tenir au contact, c'est bien sûr le travail à domicile pour les cours, donc même en période en entreprise, mais aussi quand je suis en période de cours, c'est vrai qu'il m'arrive de plus en plus de prendre des nouvelles de comment se passe l'entreprise. J'ai accès à ma boîte mail, j'envoie souvent des Teams à mes collaborateurs. Et ça me permet d'avoir un suivi assez régulier et de ne pas être largué quand je reviens. Voilà. Merci Lilian. Alors, il y a une série de questions. Je vais essayer de répondre. Alors, la première, quels sont les secteurs de débouché du génie mécanique? Alors, la mécanique, il y en a un peu partout, hein. Donc, c'est pour ça. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure en termes de métier. Il y avait soit ceux qui s'orienteraient plus vers du bureau d'études, recherche, développement, et soit ceux qui vont plus travailler dans le cadre des méthodes productives
production. Bah après, les grands secteurs d'activité, alors en ce moment le contexte est un peu délicat, mais il y a encore l'industrie de l'automobile. L'industrie de l'automobile, c'est une industrie qui est cyclique, et donc ça va. Il y a en ce moment, peut-être, je dis pas que ça stagne, mais ça augmente peut-être moins que ce que ça a pu augmenter à une certaine période. Il y a le secteur de l'aéronautique, il y a tout le secteur des énergies aussi, que ce soit les énergies renouvelables, on a que ça soit après EDF ou le RTE. Donc il y en a aussi qui travaillent chez Total, je sais. Après, vous allez aussi retrouver dans tous les biens d'équipement. Donc, pas mal dans toutes les entreprises de Vendée, où il y a pas mal d'industries de mécanique, de charpente métallique ou de choses comme ça. Puis après, vous allez avoir ceux qui vont aller travailler chez des équipementiers, que ce soit des équipementiers industriels ou des équipementiers automobiles. Donc, au point de vue secteur, c'est quand même relativement varié et variés. Et comme vous dit Lilian, il y a aussi des mécaniciens, on en a besoin dans l'agroalimentaire. C'est pas Lilian, c'est pas un cas exceptionnel. Hein. Il y a eu d'autres apprentis qui ont travaillé dans le domaine alimentaire, dans le domaine agroalimentaire. Alors, donc ça, la question, je pense que Lilian a bien répondu. Hein. Ce qu'il faut garder dans l'idée par rapport au rythme, c'est qu'au début, c'est plutôt des alternances 2 semaines, et que plus on va avancer dans la formation, c'est-à-dire à partir de la 2e et la 3e année, on va concentrer jusqu'à passer peut-être à 3-4 semaines à l'école. Ça dépasse jamais plus. Hein. Il n'y a aucune période académique qui dépasse 4 semaines. Mais par contre, vous avez des périodes un petit peu plus longues qui peuvent aller jusqu'à 5 ou 6 semaines. Hein. C'est pareil, comme dit Lilian, hein, à juste titre. On n'a pas 3-4 mois l'un, 3-4 mois l'autre. Mais on peut aller jusqu'à 6 semaines, ce qui vous permet de bien de bien vous imprégner des projets qui vous sont confiés en entreprise. Alors, les statistiques du parcours d'alternance pour le recrutement. Alors ça, grosso modo, on observe que depuis un certain nombre d'années, il y a à peu près 150 candidatures. Je pense, Émilie corrigera peut-être si voilà, mais en gros, on est autour de 150 dossiers étudiés. Sur ces 150 dossiers, disons que on va en retenir à peu près 80-90 pour venir passer les tests de positionnement. À l'issue des tests de positionnement, on va faire une deuxième sélection et on va en gros en retenir une cinquantaine pour à peu près 35 à 40 personnes admises. Alors, je tiens à préciser une chose, hein. l'IT2I a fait le choix, et puis sur ce choix-là, on les rejoint, l'école centrale est tout à fait en accord, hein, on a fait le choix ensemble que les personnes qui sont admises, elles sont admises à condition qu'elles aient trouvé une entreprise. Vous trouverez certaines écoles qui travaillent par alternance et qui, eux, ont fait un autre choix en disant qu'en fin de compte, l'aptitude d'un alternant à convaincre une entreprise pouvait être aussi un critère de sélection. Et donc, ils admettaient 40 personnes et c'était les 24 ou 30 premiers qui avaient une entreprise qui étaient retenus au final dans la formation. Nous, on n'a pas fait ce pari-là parce qu'en fin de compte, le fait d'avoir une entreprise, Lian pourra nous dire comment il pourra témoigner de son expérience pour la recherche d'entreprise, mais il y en a certains pour qui ça se passe plus ou moins bien ou c'est plus ou moins compliqué. Ça peut dépendre de tas de facteurs, de comment ils y ont été préparés au départ, de leur carnet d'adresse et celui de leur famille. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait le choix que toute personne qui est admise dans la formation, eh bien, elle est admise du moment qu'elle a une entreprise et pour avoir une entreprise, eh bien, elle est aussi accompagnée parce qu'il y en a certains qui ont qui ont peut-être moins de ressources au départ que d'autres. Oui, tout à fait. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir une entreprise lorsque vous postulez à la formation mécanique. C'est-à-dire que on pourra revenir sur le calendrier. Vous pouvez le retrouver sur notre site web. Mais vous savez, autour de fin avril, en fait, si vous êtes admis définitivement sur la liste principale,
Et c'est à partir de là, donc si vous avez fait quelques recherches avant sur une entreprise, c'est très bien, ça montre votre motivation et votre envie de faire de l'alternance. Mais c'est vraiment à partir de nous de fin avril qu'on vous met en relation avec les entreprises d'accueil. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir une entreprise pour candidater. Par contre, effectivement, pour intégrer la formation définitivement, là, vous serez obligé d'avoir une entreprise d'accueil étant donné que la formation n'existe pas en statut initial. Alors, juste avant, je prends la parole, je me permets juste avant que Lilian nous parle de son expérience pour la recherche de l'entreprise. Alors, parfois, il y a certains apprentis où le contrat n'est pas finalisé au moment du démarrage de la formation. Donc, il y a aussi une période qui est accordée justement pour que les choses puissent se finaliser. Et même cette année, ça a été le cas où une apprentie a eu pas mal de difficultés pour avoir une entreprise. Et les dispositions légales actuellement de l'État ont permis 6 mois pour finaliser la recherche d'entreprise. Et cette apprentie de première année, elle a eu son entreprise en janvier. Ouais, Voilà. mais ça reste un cas assez exceptionnel, aussi dû à la crise de l'année dernière. C'est vrai que les apprentis ont tendance à trouver une entreprise courant juillet. On va dire que 80% des apprentis sont placés en entreprise et les derniers trouvent vraiment tout début septembre, avant la date de la rentrée. C'est vrai qu'en août, il se passe pas grand-chose, mais voilà, l'idéal c'est de trouver une entreprise avant l'été, c'est parfait. Nous, on vous met en relation donc avec les entreprises par le biais d'une CV Tech et d'une plateforme qui vous permet aussi d'avoir accès aux offres d'alternance. Ça, c'est à partir de fin avril. Et courant mai, puis courant juin, on organise aussi des job dating. Donc l'année dernière, c'était en virtuel. L'année d'avant, c'était physique. Cette année, on sait pas trop. On attend un peu de voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, il y aura bien un job dating qui vous permet d'être en relation directe avec des recruteurs qui sont désireux d'avoir des apprentis à la rentrée prochaine. Donc, c'est vraiment des contacts qualifiés et vous êtes en concurrence, entre guillemets, qu'avec des apprentis qui sont sélectionnés par l'école. Donc, il y a aussi moins de monde en face aussi. Donc, ça vous permet d'aller peut-être un peu plus vite aussi et d'accélérer votre recherche d'entreprise. Donc, Lilian, oui, si tu peux nous témoigner sur ta recherche d'entreprise, comment ça s'était passé pour toi après ton DUT? Moi, j'avais d'abord forcément essayé aussi de voir si c'était possible de refaire 3 ans chez Total, même si je cherchais à côté, parce que comme je vous ai dit, mon souhait, c'était pas de voir une seule entreprise, mais vraiment d'essayer d'en faire plusieurs avant de rentrer dans la vie active. Donc, chez Total, c'était pas possible pour des raisons de politique, d'alternance, etc. Donc moi, après, tout simplement, j'ai cherché, j'ai envoyé des mails, j'ai essayé de passer par des contacts que j'avais de par mon alternance à Total, donc des fournisseurs, etc. Mais aussi et surtout, c'est le job dating qui m'a aidé de l'IT2I. Pour le coup, il y avait beaucoup d'entreprises qui étaient là. Et la CVTech dont tu as parlé, Émilie, en fait, c'est juste tout simplement une plateforme internet où on pose notre CV plus des lettres, des motivations, etc. Ce dans quoi on essaye on veut travailler. C'est ça qui m'a permis de trouver mon entreprise parce que à la base, je voulais travailler donc à Mondelez, justement à la Fossière. J'avais vu l'offre sur LinkedIn. J'avais pas encore eu le temps d'y postuler. Et dans les 4 jours après que j'ai vu l'offre, c'est l'entreprise qui m'a contacté par le biais de la plateforme. Donc, c'est eux qui avaient vu mon CV sur la plateforme et qui m'ont proposé de travailler là-bas. Il y a également eu, il me semble, EDF cette année-là qui m'avait également contacté. Donc, pas EDF Production, mais EDF Maintenance. En fait, c'était une entreprise qui faisait la maintenance des turbines à vapeur des centrales nucléaires. Donc, j'ai eu 2 entretiens, un chez Mondelez à la Fossière, un chez EDF à Vertou. Le lendemain, les lendemains, les deux m'ont rappelé pour me dire que le poste était à moi et j'ai dû faire mon choix. Voilà. Merci Lilian. Alors les autres
question. Est-ce l'entreprise qui choisit le projet de fin d'études? Je dirais pas tout à fait ça. Je dirais que c'est vous qui construisez avec votre entreprise le projet de fin d'études. Je veux dire que le projet de fin d'études, il y a un certain nombre d'attentes. Et donc, c'est pour ça que c'est beaucoup plus productif quand c'est vous qui le construisez. Alors, c'est vrai que quand vous êtes dans un grand groupe, parfois, il va, je dis pas qu'il va vous être dicté, il va vous être orienté, on va dire. Mais si vous avez votre part dedans, et je veux dire, c'est vous qui amènerez des choses dedans. Et il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte. Après, donc il y a quelqu'un qui s'interroge sur le fait est-ce qu'on peut ne pas être dans l'approche région nantaise? Oui, on peut ne pas être dans l'approche région nantaise, hein. On a des apprentis qui sont sur la Bretagne. En ce moment, on a des apprentis qui sont sur Paris. On en a d'autres qui sont plutôt vers. On en a eu dans la Seine-Maritime actuellement. Je ne sais pas s'il y en a. Dans la Manche, oui. Il y en a aussi qui sont sur Bordeaux. Il y en a qui sont sur Angoulême. Donc, on n'est pas obligé d'être scotché sur la région des Pays de la Loire. Après, il faut savoir que si vous êtes à une distance importante, eh ben, vous allez avoir des frais qui sont un peu différents dans la mesure où vous serez obligé d'avoir un double logement. Et voilà, et puis vous aurez plus de déplacements. Donc, qui dit plus de déplacements dit plus de fatigue. C'est quelque chose aussi qui peut rentrer en compte, hein, plus de frais. Mais non, on n'est pas tenu d'avoir une entreprise en Loire-Atlantique, hein. On peut partager sur toute la région, sur une grande partie de la France. Voilà. On s'arrange, enfin même, c'est pas on s'arrange. Les semaines dans la formation académique sont des semaines entières. Je veux dire, on ne va pas vous laisser le lundi, mardi en formation, puis vous dire le mercredi, vous rentrez dans votre entreprise pour être le jeudi, vendredi en formation. Non, en général, la formation, elle est du mardi au vendredi ou du lundi midi, mais ce sont des semaines entières. On ne vous fait pas revenir comme ça. La seule chose qui peut se passer, c'est que parfois, lorsque vous avez des épreuves de rattrapage, elles peuvent être au milieu d'une semaine entreprise. C'est tout. Ah, c'est pour toi, Lilian. Ne trouves-tu pas les cours trop théoriques? Alors, faut savoir que la formation, comme l'a montré M. Cosson, elle est divisée en plusieurs blocs. Donc, forcément, il y a un gros bloc de cours où on voit de la théorie. Donc, que ce soit les mécaniques, la dynamique, les matériaux, etc. Donc oui, il y a beaucoup de formules, il y a beaucoup de théories, mais il faut savoir aussi que ce qui fait la différence entre une école d'ingénieur et un IUT, c'est aussi le fait qu'on va aller un peu plus dans le fond, essayer de comprendre pourquoi les phénomènes physiques, mécaniques sont tels qu'ils sont. Et donc, oui, on a beaucoup de démonstrations, mais à côté de ça, on a aussi beaucoup de cours. Je parle notamment les cours qui sont prodigués par l'IT2I, qui sont dominantes plus managériales, humaines, sociales, qui, moi, dans le domaine dans lequel je travaille, c'est vrai que je touche pas beaucoup à la mécanique, donc ils me servent plus pour ma part, en tout cas là, aujourd'hui, on verra à l'avenir. Mais il y a beaucoup de cours comme ça, génie industriel, etc., qui nous permettent de mettre ça en application dans le domaine de l'entreprise. Voilà. Je dirais que si c'est vraiment votre projet de devenir ingénieur par l'École centrale de Nantes, vous avez une question à vous poser. Est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas que je fasse à la fin de mon BTS une année de prépa ATS, qui sont des classes préparatoires aux grandes écoles? ATS, c'est pour je me souviens plus, c'est pour technicien supérieur, pour TES, d'adaptation pour technicien supérieur, et qui vont permettre peut-être de vous reconfigurer et de vous donner quelques méthodes de travail, parce que ça risque peut-être sinon d'aller un petit peu vite au départ. Je dis pas que c'est impossible, hein, il y en a eu,
mais parmi ceux qui qui ont fait des BTS CRSA, des BTS SIM ou des BTS comme ça, souvent le fait d'être passé par une prépa ATS avant, il faut être objectif et réaliste, hein, ça leur a donné peut-être plus d'aisance pour pouvoir suivre la formation. Mais cette année, en deuxième année, il y a un BTS qui a fait SIM et qui n'a pas fait de classe prépa. Et ça se passe relativement bien pour lui, hein, jusqu'à présent. Donc, voilà. Et un petit mot peut-être sur les conditions d'admission. On parle de la prépa ATS et du DUT GMP. Est-ce qu'il y a d'autres formations qui sont acceptées? Alors, les formations acceptées. Oui, j'ai vu que la question elle revenait un petit peu plus tard. Les formations. D'abord, je vais répondre non, il n'y a pas de quota. Mais quand même, au départ, il y a quand même une distinction. C'est qu'au départ, la formation, elle est faite, elle a été créée pour les DUT et les BTS. Ça poserait souci si on avait 95% de personnes qui viendraient de classe prépa. Mais enfin, jusqu'à présent, ça s'est jamais produit. Donc, ça va. Alors, sinon, les DUT, alors il y a quelques DUT sur lesquels on recrute plus, hein. Donc, le DUT GMP, bien évidemment, génie mécanique et productique. On trouve aussi le DUT SGM, sciences et génie des matériaux. Le DUT mesure physique aussi, qui donne en fin de compte, le DUT mesure physique, c'est un DUT qui est assez général, qui vous donne des bonnes bases en maths, physique, un certain nombre de choses, qui vous permet après de travailler, de ne pas être en difficulté sur la formation. Alors, je dis pas que par rapport à des GMP qui ont fait plus de RDM, de dynamique du solide et tout, vous n'aurez pas un certain travail à faire, mais vous pouvez vous en sortir quand même relativement facilement en venant de ces filières-là. Des autres DUT, non, c'est principalement mesures physiques, SGM et GMP. Et en BTS, on va trouver d'abord ceux qui ont fait un BTS de CPI, conception et produits industriels. Et puis après, il y a les autres BTS. Et parmi les autres BTS, souvent, il y en a, ils font le choix, comme je vous disais, quand ils sentent que leur dossier de BTS est un petit peu juste, eh bien, de transiter par une année de classe préparatoire d'adaptation pour techniciens supérieurs, quoi. Une prépa ATS, c'est sur une année et ça leur permet de mieux réussir. Et alors après, c'est pas une question de quota, hein, mais en gros, on s'aperçoit qu'il doit y avoir 2 tiers de candidats qui vont venir à peu près de GMP. Mais c'est pas une question de quota, c'est pas qu'on s'est imposé qu'il y en ait 2 tiers, 50% ou 75%, mais globalement, on est sur ce chiffre-là. Il y a des années où c'est un petit peu moins, mais on est entre la moitié et 2 tiers de DUT GMP, puis le reste, ça va dépendre. Voilà, le reste, c'est vraiment en fonction de ce qui va venir. Du DUT GMP aussi, Oui. si on en avait plus. Il y a aussi beaucoup plus de dossiers qui viennent de DUT GMP, naturellement. Bah oui, bien sûr. Quand on étudie les dossiers, il y a beaucoup plus de dossiers qui viennent des DUT GMP, hein. Chaque année, sur 150 dossiers, je pourrais ressortir les chiffres exactement, mais vous avez au moins la moitié, entre un tiers et la moitié des dossiers qui viennent de DUT GMP au départ. On a une question peut-être plus pour Lilian Augustin qui se demande si l'alternance vous donne quand même l'accès au réseau de l'école ainsi qu'aux différentes associations de l'école. Parce que Lilian, vous êtes plutôt bien placé pour y répondre. Ouais, bien sûr. Alors, j'ai aussi oublié de le dire dans ma présentation. Il y a une association qui est créée pour l'IT2I Pays de la Loire, donc c'est-à-dire toutes les formations qui sont dans toutes les écoles dans l'IT2I Pays de la Loire. Donc on va avoir l'ENSAM, Polytech aussi, donc des formations qui sont dans ces écoles-là. Donc cette association, ça s'appelle l'association des j'ai même oublié le nom. C'est Activity, mais j'ai oublié les acronymes. Ah oui. Donc c'est Activity, c'est l'association qui regroupe tous ces étudiants-là justement. Donc moi depuis janvier l'année dernière, je suis passé président de cette association. Donc en temps normal, donc quand il n'y a pas le Covid, cette association elle organise ce qu'on appelle le week-end d'intégration, vous devez connaître.
aux alentours de mi-octobre. Là, cette année, forcément, on n'a pas pu le faire suite aux restrictions sanitaires, même si voilà, ça nous a permis de se former un petit groupe d'étudiants qui étaient motivés pour créer cet événement. Donc, on a beaucoup travaillé avec des prestataires, etc. C'est aussi ce qui nous permet de développer un peu notre réseau et nos savoir-faire dans d'autres domaines. Donc là, pour l'instant, le week-end d'intégration se fera pas. Je ne sais pas s'il se refera en fin d'année ou en début d'année prochaine. On n'en a pas vraiment parlé. Il y a aussi, oui, tout l'accès au réseau Central Nantes, donc qui est disponible. Donc que ce soit Central Nantes Alumni, qui est en fait le réseau de tous les anciens élèves, il me semble. J'ai pas trop utilisé pour ma part ce réseau parce que je suis pas trop dans cette logique-là pour l'instant. Pour l'instant, je me concentre sur mes études. Après, on verra. Il y a toutes les associations de l'école qui sont disponibles aux étudiants IT2I, donc les associations sportives ou autres, culturelles par exemple. Tout ce qui est bureau des élèves de l'école, bureau des sports, bureau des arts, etc. Donc, où les élèves de l'IT2I, depuis notamment 2 ou 3 ans, commencent à se présenter dans ces listes-là, donc ils font les campagnes, etc. C'est vrai que ça donne une bonne ambiance dans l'école, en temps normal, encore une fois. Mais oui, on a accès à tout. Le seul bémol, c'est que en général, on a cours le jeudi après-midi, là où les étudiants en parcours initial n'ont pas cours. Donc faire tout ce qui est activité sportive, etc., ça devient vite contraignant, voire impossible. Mais après, on a toujours accès à ce qui est les entraînements qui se font le soir ou les associations culturelles qui se passent en général le soir aussi. Voilà. Assez chargé déjà en tant qu'apprenti, donc c'est vrai que ça peut être assez dur de trouver du temps libre pour les associations, mais c'est évidemment possible si vous le souhaitez. Et vous êtes, il y a plusieurs apprentis en méca ou en BTP qui participent aux associations de centrales. Donc il y a une autre question concernant le TOEIC. Est-ce qu'il faut passer le TOEIC pour être admis? Alors, non, il ne faut pas passer le TOEIC, il ne faut pas avoir le TOEIC pour être admis. Mais par contre, pour être diplômé, il faudra justifier d'un niveau de langue. Donc, pour être diplômé, les exigences ont été relevées pour être à peu près uniformes au sein de tout ce que font toutes les écoles qui travaillent en partenariat avec l'IT2I. Et donc, c'est un niveau B2 qui est exigé. Et donc, ça correspond à un score de TOEIC, de 785. Mais si vous arrivez, oui, c'est ça, oui, c'est 785. Mais si vous arrivez avec, vous avez déjà le niveau A avec le First Certificate in English du test Cambridge, on vous demandera pas de repasser le TOEIC. Ça, c'est évident. Voilà. Après, quel est le classement moyen dans leur promo des personnes admises ici? A. Disons, c'est complexe. Parce que il faut regarder, on va pas regarder que le classement. C'est sûr que si vous êtes dans le deuxième tiers de votre promotion, je vous cache pas que ça va être compliqué. Mais après, quand on est dans la zone de transition, si vous faites 10, 12, 14, votre dossier ne sera pas du tout jugé de la même manière que si vous faites 14, 12, 10. Donc ça, c'est une chose qu'il faut bien prendre en compte. Quand on étudie le dossier, on regarde votre capacité à avoir progressé, votre capacité à s'investir dans un certain nombre de champs. On va regarder aussi un certain nombre d'autres éléments. Et on va regarder aussi donc votre capacité de travail. C'est ça qu'on va, quand on étudie le dossier, on ne regarde pas que les notes, quoi. Voilà. Je veux dire, un dossier, moi, il y a des dossiers que je n'ai pas retenus parce qu'il y avait des taux d'absentéisme sans raison. L'absentéisme peut être parfois avec des bonnes raisons, mais des taux d'absentéisme sans raison qui étaient beaucoup trop forts pour qu'on puisse présager de ça. Je veux dire, il faut être honnête avec vous. Lilian pourra en témoigner. L'effort est gros, l'effort qu'on demande.
Donc, si une personne, déjà, elle n'est pas capable de s'investir durant les études antérieures, on se demande pourquoi, d'un simple claquement de doigts, elle se mettrait tout d'un coup à accrocher. Alors, dans votre dossier, on vous demande les semaines. Alors, pour ceux qui sont actuellement en deuxième année de DUT ou de BTS, on va vous demander donc vos 3 premiers semestres de DUT et de BTS. Pour ceux qui sont en prépa TSI et qui peuvent éventuellement aussi venir de prépa CPGE plus classique, là aussi, on vous demandera les 3 premiers semestres. Pour ceux qui ont fini leur BTS et leur DUT et qui font une prépa ATS, on vous demandera le premier semestre. Et après, donc, l'examen, le premier semestre de votre prépa ATS, en plus de vos bulletins semestre, de vos bulletins correspondant à votre DUT et votre BTS. Après, donc, évidemment, le semestre S4, pour ceux qui sont en DUT ou en BTS ou en classe prépa, bah, lui, on ne peut pas le prendre en compte. Hein. Sinon, on ne pourrait pas, puisque le semestre S4, vous aurez les résultats en juin. Par contre, il y a quand même des tests de positionnement. Et il y a aussi le fait que vous devez avoir validé votre DUT et votre BTS pour pouvoir intégrer la formation. Si votre 4e semestre, votre BT ou votre qu'il soit en DUT ou en BTS ne vous permet pas d'avoir votre DUT ou votre BTS, bah à ce moment-là, bah, votre candidature, on pourra évidemment on aura étudié votre candidature, mais vous ne pourrez pas intégrer la formation parce qu'il faut quand même avoir validé 120 crédits. Oui, j'en profite pour rebondir un peu sur les candidatures. C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé. Vous pouvez candidater à la formation mécanique par apprentissage jusqu'au 7 mars. Donc, il faut dans un premier temps déposer votre dossier sur notre site. Vous serez automatiquement rattaché à Centrale Nantes. Mais pour les formations par alternance à Centrale, vous devez postuler sur le site de l'IT2I-PDL.com. Donc, je mets ici rubrique candidature, puis apprentissage. Donc, vous avez jusqu'au 7 mars pour candidater. D'abord, on vous demande, voilà, comme on en a parlé, les copies de vos résultats, de vos notes, des copies de vos diplômes, lettre de motivation, CV. Voilà, dans l'idéal, dans le global, tout est précisé sur le site. On vous demande aussi un avis de poursuite d'études. C'est le seul document qu'on accepte de recevoir un peu plus tard, qui peut être déposé par mail, car on sait que vous le recevez des fois un peu tard dans les IUT, mais il vous est quand même demandé. Il faut bien penser à l'ajouter par mail à ma collègue Nadine Cadoré. Je vous mets son mail ici. nadinecadoré@it2i-pdl.com. Donc c'est bien à elle qu'il faut adresser les avis de poursuite d'études. Et ensuite, si vous êtes retenu grâce à votre dossier, nous allons sans doute mettre en place des tests aussi avec Centrale, mais encore une fois, ça dépend de la situation sanitaire. L'année dernière, ils ont dû être annulés. Donc là, c'est à confirmer. Et ensuite, vous avez un oral, un entretien de motivation en face d'un enseignant de Centrale Nantes. Et en face d'une personne aussi industrielle qui est un professionnel dans une entreprise partenaire. Donc, il faut à la fois convaincre l'enseignant de Centrale Nantes et Pascal Cosson et ses équipes et l'industriel, comme quoi vous avez la double casquette avec une solide compétence académique et aussi une appétence pour l'apprentissage et une motivation à travailler 3 ans dans la même entreprise. Et à part de fin avril. Donc, vous savez si vous êtes définitivement sur liste principale ou non. Et à partir de ce moment-là, on vous met en relation avec des entreprises partenaires. Voilà, pour les petits détails sur le calendrier. Ah oui, alors la fiche, je rebondis, la fiche de poursuite d'études, on sait que suivant les DUT auxquels vous appartenez, chacun a leur propre procédure. Le DUT de Brest a sa propre procédure.
procédure, le DUT de Nantes a sa propre procédure. Et comme l'a dit tout à fait Émilie, hein, on sait bien que il y a un calendrier et que vous ne pouvez pas avoir quand vous voulez vos avis de poursuite d'études. Donc ça, c'est une première chose. Alors par rapport au BTS construction navale, non, le test de positionnement pour nous, c'est le même pour DUT et BTS. Il faut être en capacité de maîtriser un certain nombre d'outils, mais ce sont des outils classiques. Hein. Alors, on peut dire un mot sur les tests de positionnement. Hein. Ils sont constitués de 3 épreuves. La première épreuve, c'est une épreuve scientifique qui porte sur les maths, parce qu'on pense, justement, c'est pour défavoriser, c'est pour ne pas défavoriser ceux qui ont peut-être eu un parcours initial un peu moins fourni en mécanique, mais on pense que si on a des bonnes bases en maths, et après, on est capable d'appréhender le reste. Donc là, c'est une première chose. Deuxième épreuve, ça va être ce que vous appelez culture générale et expression écrite, où ça va être une épreuve de français, hein, qui va pour pouvoir tester un certain nombre de choses. Et troisième épreuve, c'est une épreuve d'anglais. Parce que il faut bien que vous en ayez conscience. Hein. Si votre niveau d'anglais il est tel que on ne pense pas que vous soyez en capacité de progresser suffisamment pour atteindre le niveau du TOEIC, c'est peut-être pas la peine non plus de vous embarquer dans cette aventure-là. On y a déjà répondu un petit peu tout à l'heure, mais oui, c'est tout à fait possible. Oui, il y en a quelques gars qui viennent de CPGE, PSI. Si vous montrez évidemment en classe prépa, vous avez un fort avantage sur tout ce qui est aspect académique, scientifique. Après, c'est aussi bien à vous de montrer votre motivation à vouloir faire de l'alternance, parce que parfois vous n'avez pas forcément fait de stage en classe prépa. Donc voilà, mettez bien en avant votre motivation de vouloir travailler 3 ans en entreprise. Quel métier vous visez, quel type d'entreprise. Voilà, tout ça pourra vous aider. Alors, il y a une ou deux questions encore. Celle sur est-ce qu'on peut intégrer la formation ingénieur généraliste? Attention, la formation ingénieur généraliste par apprentissage, c'est tout à fait autre chose. Et donc, c'est pas le même concours. À ce moment-là, il faut que vous vous orientez directement vers l'école centrale de Nantes. Et je ne pense pas que l'IT2I gère le pilotage de ça, non. Donc là, il faut directement aller sur la plateforme de l'école centrale. Ouais, c'est pas le même diplôme. Effectivement, il y a un parcours pour ceux qui viennent de DUT. Là, je vois la question de Paul Geffroy qui est actuellement en DUETI. Ça veut dire qu'il est en 3e année à l'international, c'est ça? Oui, il me semble, oui. Ouais. Voilà. Donc, si c'est bien ça, si on a bien compris la question, si c'est une 3e année à l'international, il y en a déjà eu qui ont fait des 3e années à Édimbourg ou des choses comme ça. Ils venaient du DUT de Nantes et ils ont fait une 3e année à Édimbourg. Vous donnez les résultats que vous avez. Et par contre, c'est vrai que c'est rare que votre établissement d'accueil vous délivrera un avis de poursuite d'études. Mais par contre, vous pouvez le demander aussi à l'ancien établissement où vous étiez. Ça arrive, des personnes qui ont fait remplir leur dossier d'avis de poursuite d'études à l'établissement précédent. D'une manière générale, ne vous bridez pas parce que vous n'avez pas un avis de poursuite d'études. Non, c'est ça. Ça peut être adressé ultérieurement ou sous une autre forme aussi. Voilà. Si vous en avez pas. Ça peut être complété. Voilà, je veux dire, on ne juge pas tout sur l'avis de poursuite d'études. Il y a des informations, mais c'est l'étude d'un dossier, c'est une étude d'un certain nombre de facteurs. Voilà. Bien, je pense qu'on a fait le tour. On a passé l'heure de visio. Je pense que on va s'arrêter là. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à envoyer un mail, à ma collègue Nadine Cadoré ou à moi-même. Je vous le remets ici, mon mail aussi, communication@it2i-pdl.com et je transmettrai à Pascal Cosson si les questions sont trop pointues sur les cours et sinon sur tous les questions sur le contrat d'apprentissage, sur la recherche d'entreprise, ça on pourra y répondre.
Je vous remercie pour votre participation. Bonne continuation à tous et bonne chance pour votre candidature. Merci beaucoup Lilian pour ta participation. Après les cours, c'était sympa de prendre du temps personnel. Ouais, merci Lilian. Merci Émilie. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir, bonne soirée. Au revoir.